podcast, dont ces 2 films. Le premier 2018, c'est Une caméra d'or et La Cuir Palme. Deuxième long métrage, c'est Cannes, c'est le Grand Prix. Je pense à 31 ans, donc c'est incroyable. On se demande quel va être le prochain projet. Voilà, donc encore merci d'être là, c'est génial. Et pour discuter avec toi, Victoire, pour nous, ça a été une évidence de t'inviter. Ça, les podcasts féministes sur la déconstruction, notamment sur la masculinité. Voilà, donc il y a aussi tes livres, il y a aussi maintenant des newsletters Recociné, donc tu es une curieuse de cinéma. Mais surtout une spécialiste de toutes ces thématiques. Moi, je n'ai rien lu sur votre film, Lucas, avant de le regarder. Et évidemment, quand il commence et quand je le regarde, j'ai sans cesse en tête ces travaux de sociologues et de psychologues féministes que j'ai lus sur la masculinité. Et un en particulier qui s'appelle Deep Secrets, qui n'a pas encore été traduit en français, qui est une étude de la sociologue Niobe Way, qu'elle a menée dans les années 2010 aux États-Unis, où elle a demandé à des centaines d'adolescents de lui parler de leur rapport à l'amitié, de l'amitié qu'ils avaient avec les garçons de leur âge. Et elle leur a reposé la question plusieurs fois. Et ce qu'elle démontre, c'est que entre l'âge de 13 ans et de 17 ans, la relation aux amis chez les garçons change très très fort. Et que le prix à payer pour devenir un homme dans cette société, dans nos sociétés, c'est de sacrifier le lien d'intimité avec les autres. Et j'ai lu donc après que évidemment que ce livre avait été très important pour vous. Est-ce que vous pouvez commencer par raconter comment vous êtes tombé sur ce livre, pourquoi est-ce qu'il était tellement important pour vous et comment vous décidez que ce sacrifice que font presque tous les garçons, quasiment tous, ça va être le sujet central de votre film. Oui, c'est vrai que cet livre, c'était vraiment le point de déclic pour nous dans l'écriture. En fait, après Girl, j'avais voyagé 1 an et demi avec le film et après, je suis retourné à mon petit bureau devant cette page blanche et dans le début, je pouvais pas écrire. Il n'y avait rien qui venait. En fait, je pense que je devais encore faire le deuil du premier film, de cette énergie. Et après, je voulais retrouver quelque chose sur lequel je pouvais parler avec la même intensité, avec la même passion. Et finalement, j'ai mis un mot sur papier et c'était amitié. Je savais que je voulais faire quelque chose sur l'amitié. Après, j'ai commencé à réfléchir plus sur ça. Et en fait, l'amitié dans ma vie était un thème assez complexe. Parce qu'à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à avoir peur de certaines de mes amitiés masculines parce que je comprenais que cette intimité, cette sensualité que je partageais avec eux, que c'était vite jugé ou regardé comme quelque chose lié à notre sexualité. Et là, à cet âge-là, j'étais pas prêt à assumer. J'étais pas prêt, moi, à me poser ces questions. Et en fait, j'ai pris distance de certains de mes amis à cause de la peur. Et là, c'est une blessure que je garde avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je pense que les dernières années, j'ai vraiment grandi plus en étant plus authentique aussi dans mes amitiés, me laisser être plus fragile aussi dans les amitiés. Et donc, je sentais que pour moi, c'était un thème important d'en parler. Mais en fait, le point déclic pour le film, parce que dans le début, même si j'avais cette expérience personnelle, je ne savais pas comment faire un film sur ça. Et donc, en fait, je suis allé en ligne, j'ai recherché des livres sur l'amitié masculine, et je suis tombé sur un livre d'une psychologue américaine qui s'appelle Niobe Way, comme tu dis. Et en fait, je l'ai commandé, je l'ai lu, et cet livre m'a ému, mais incroyablement, parce que lire ces témoignages à 13 ans de cette tendresse avec laquelle il parle des autres garçons, il ose utiliser le mot amour ouvertement, sans aucun souci, sans aucun problème. C'est pas du tout Sa Majesté des mouches. C'est pas du tout cette narration-là.
La Majesté des mouches, c'est vraiment une histoire de masculinité épouvantable pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, de garçons qui n'arrêtent pas de se faire subir toutes sortes de sévices. Tout à fait. Sur une île. Et c'est vrai qu'on avait cette image-là des garçons entre eux. Oui, tout à fait. Mais en fait, quand on les écoute vraiment, en fait, on découvre qu'ils parlent avec plein de tendresse et avec plein d'émotions. Et là, comme tu disais avant, à 15, 18 ans, elle redemande les mêmes questions au même garçon. Et on voit comment ils n'osent plus parler avec ce langage d'émotion, comment ils n'osent plus exprimer leur amour pour les autres garçons. Ils ont appris entre-temps que ça, c'est quelque chose, que l'émotion appartient au monde féminin. Et moi, quand j'ai lu ça, je m'ai senti vraiment moins seul. Parce que moi, j'avais le sentiment que cette peur dans mon propre adolescence, que c'était quelque chose que seulement moi je vivais, que c'était très lié à une expérience queer, à la campagne flamande. Et en fait, là, je lis ces témoignages de garçons américains qui sont ni seulement queer, et je me dis, ça parle de vraiment quelque chose de plus grand. Ça parle de la masculinité et comment, dans notre société, dès très jeune, on apprend des jeunes garçons de valoriser certaines choses comme la compétitivité, l'indépendance, être plus distant avec leurs propres mondes intérieurs. Et on ne leur donne pas les clés pour ce vocabulaire d'émotion. On ne leur dit pas d'apprécier la tendresse et la vulnérabilité autant. Et là, je pense que en lisant cette recherche et en voyant ça, là, petit à petit, l'histoire a commencé à être écrite et à être créée. Merci. Il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire sur l'absence de mots, l'absence de verbalisation, la distance par rapport à son monde intérieur, le fait qu'il faut sacrifier sa vulnérabilité, que c'est ça que demande la masculinité, sacrifier la vulnérabilité. Une psychologue, une grande féministe psychologue américaine qui s'appelle Carol Gilligan, qui a 80 ans maintenant, elle est pionnière dans les études de masculinité. Elle a aussi travaillé avec Way sur Deep Secret et avec une autre sociologue qui s'appelle Judy Shu qui travaillait sur des petits garçons très jeunes, entre 4 et 6 ans, qui montrait que la première phase de masculinité, elle se passe à cette période-là. Et il se passe à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est le moment où les petits garçons apprennent qu'être un garçon, c'est ne pas être comme une fille, c'est être mieux qu'une fille, et qu'il s'agit de ne pas faire ce que les filles font, notamment être gentille. Et que donc être un garçon, c'est ne pas être gentil. Qu'ensuite, ça se calme à l'enfance, et puis ça revient très très fort au moment de l'adolescence. Et je raconte ça parce que Carol Gilligan, elle dit que l'apprentissage de la masculinité, c'est l'apprentissage du manque de sollicitude, du manque d'empathie et du manque d'attention aux autres. Que la phrase favorite des garçons au fur et à mesure qui grandissent, ça devient « I don't care », je m'en fous. Et aussi, je ne prends pas soin. Et il y a une scène dans le film, bon, j'ai beaucoup pleuré, je vous l'ai dit en regardant le film, mais il y a une scène dans Close, pour moi, qui est vraiment l'incarnation de ça, de cet apprentissage que doivent faire les garçons, de faire semblant qu'ils ne comprennent pas les émotions des autres. Elle dit, voilà, c'est ça, c'est pas seulement qu'ils ne ressentent pas les émotions des autres, c'est qu'ils doivent faire comme s'ils ne comprenaient pas ce que les autres ressentent. Et donc, il y a cette scène. Où Rémi essaye encore de rétablir le lien. Et Léo, il fait comme s'il ne comprenait pas quel était le problème. Et ça enclenche cette colère titanesque que, dans les mots de Gilligan, je pense qu'elle dirait, en fait, ce qui se passe quand il y a une rupture de lien, notre premier mouvement à tous et à toutes, c'est de protester contre la rupture du lien avec une grande colère. Et si ça ne marche pas, on se renferme. Bon, cette scène me donne encore des frissons en l'évoquant et j'aimerais bien que vous racontiez comment elle est venue, comment vous l'avez écrite. Oui. En fait, je pense que un des premiers titres du film n'était pas Close. C'était en fait un titre basé sur une peinture de David Hockney qui s'appelle « We, Two Boys Together, Clinging ». Et en fait, je trouvais que la verbe en anglais « clinging », je trouvais ça très beau parce qu'en fait, c'est un peu comme ça. C'est vraiment fusionnel, c'est vraiment être toujours ensemble.
être comme deux êtres séparément, mais un être au même temps. Et ça, quand j'ai commencé à inventer ce film, quand j'ai commencé à mettre les premières images sur scène, je me dis, les premières 15 minutes, ça doit être cette verbe-là. Ça doit être fusionnel, physique, sensuel, sans peur, en pleine liberté, tu vois, en pleine proximité. Et donc pour nous, c'était important que ce premier mouvement dans le film, c'était ça, de ne pas avoir peur de cette physicalité et qu'en fait, la brutalité ne fait pas encore partie de l'univers. Dans le début, c'est deux enfants d'abord, donc c'est aussi un film sur l'enfance, bien sûr, mais les débuts, c'est plein de fragilité. Et après, en fait, dans la structure, c'était important pour moi que tout d'un coup, quand ils arrivent sur cette cour-là, sur cette cour de récré qui, pour nous tous, est un peu la confrontation pour la première fois avec un microcosmos de la société où on apprend qu'il y a des groupes, il y a des normes, il y a des codes. Et que là, en fait, le regard sur cette intimité, c'est vraiment le regard d'une société pour qui ces images de physicalité pleine de tendresse sont exotiques. En fait, parce que nous sommes beaucoup plus habitués à voir des images d'hommes qui combattent. En fait, quand on regarde le journal, on voit des hommes qui combattent des guerres, ou qui abusent leur pouvoir, ou qui sont des exemples d'un comportement qu'on ne supporte plus. Et là, je me dis, faut que petit à petit, un des deux commence à prendre un peu le regard de cette société. Et qu'en fait de ça, ça devient plus ça. Comme en fait le chemin où ils font le vélo, comme cette chemin, tu vois, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais La fourche. Cette fourche, oui. Et que aussi, dans leur physicalité, il y a quelque chose qui s'installe, qui devient plus brutal, qui devient plus violent, même sans qu'ils veulent aller dans cette brutalité. C'est quelque chose c'est comme un effet corporel, de prendre distance, de vouloir pousser l'un plus loin de l'autre. Et cette brutalité arrive de plus en plus dans le film. Et je pense que cette scène que tu décris, c'est cette scène finale où, et pour moi c'est une scène très universelle parce que je pense qu'on a été tous là à ce point où une amitié change, l'autre change et on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi les choses sont plus comme ils étaient avant. Et ça, c'est pour moi, c'est une scène de cœur brisé complètement. Parce que rien n'est dit en plus, rien n'est explicite et il n'y a rien à dire à quelqu'un qui dit « Non, de quoi tu parles ?» Oui, tout à fait. Je pense que je dois dire avant, parce que là, on parle aussi de comment faire un film. Et c'est un film beaucoup qui se passe dans le non-dit, et avec les corps, avec les mouvements. Et je dois dire, c'est parce que moi, avant, cinéma, c'est un peu mon plan B. En fait, vraiment, j'avais un autre rêve de départ. Je vais être honnête, hein. Je voulais être danseur dans le début. Et donc, quand j'étais jeune, je dansais tout le temps. Je dansais, ma maman m'a conduit vers des cours de R&B, ballet, moderne, je voulais faire tout. Et à un certain moment, je me rappelle très bien, j'avais 12 ans, j'étais dernière année école primaire, et on avait une vacance scolaire à la mer, et la dernière soir, on pouvait tout faire une petite performance pour la classe. Et moi, j'avais choisi de faire une solo de danse sur Fighter by Christina Aguilera. Donc, c'est assez audacieux. Nous sommes d'accord. Et donc, je l'ai fait. Et en fait, ça n'a pas tombé super. Et en fait, pour moi, c'était la dernière fois dans cette période dans ma vie que j'ai dansé publiquement. Parce que je comprenais dans cet instant que ça commençait à gêner les personnes autour de moi. Ma manière de bouger, ma manière de me comporter, que c'était vu comme féminin, que j'étais regardé comme une fille. Et donc, dès ce moment-là, j'ai continué la danse dans ma chambre avec mon Discman.
et un bon CD de Kelly Clarkson. Mais en fait, j'ai commencé vraiment à être une artiste de mime. J'ai commencé à copier tous les garçons autour de moi. Leur manière de bouger, leur manière d'être, leur manière de parler. Et en fait mon adolescence, c'était vraiment une période de performance constamment. Et à l'âge de 18 ans, quand j'ai entré l'école cinéma, j'ai fait des fictions. Mais en fait, cet rêve de danseur, je sentais quand même qu'il était très, très fort. Et que c'était aussi pour moi un peu dommage de l'avoir quitté. Donc, quand toutes les personnes autour de moi faisaient des stages avec des réalisateurs, moi, je faisais des stages avec des chorégraphes. Et j'ai toujours essayé de rester proche de la danse. Donc aussi, quand j'ai commencé à écrire des longs métrages, en fait, les personnes autour de moi disaient « Mais tu écris des spectacles de danse, tu n'écris pas des scénarios. » Parce que tout se passe dans le non-dit, il y a pas de mots. Dans le début, après, on a ajouté des mots. Mais en fait, j'ai essayé, dans les films que j'ai écrits jusqu'à maintenant, de chercher un langage cinéma où j'exprime par les regards, les corps, les mouvements, tu vois, la proximité totale d'un côté de deux garçons dans un lit et de l'autre côté, deux garçons qui sont séparés littéralement par deux professeurs qui leur prennent sur cette cour et qui leur prend à part, ni vraiment parce qu'ils le veulent, mais parce que cette force du groupe, cette force de pression de vouloir être comme les autres est tellement fort à cet âge-là. Et donc, oui, je pense que dans la manière que je traite les thèmes, je les traite toujours du sens corporel, avec la physicalité vraiment au centre de l'univers qu'on a envie de créer. Ça donne du coup ces films qui ne sont pas du tout bavards. Même, il y a... Bon, là, il y a 3 thèmes que j'ai envie d'aborder, mais je vais faire le premier. Je ne sais pas si on va avoir assez de temps après, mais quelque chose qui m'a marqué en rapport à ce que tu viens de dire dans le film, c'est qu'il y a très peu de mots et il n'y a pas d'élaboration de cet événement terrible qui arrive. C'est-à-dire qu'à plein de moments, je ne sais pas vous, peut-être ça va sortir dans les questions du public après, mais plein de moments, moi qui viens d'une culture où on parle beaucoup, aussi parce que j'ai été élevée comme une fille et que c'est comme ça qu'on nous enseigne à gérer les émotions, les relations, etc., à parler, à donner des explications, à faire des théories, à raconter les choses encore. Là, il n'y a rien de ça. À aucun moment. Peut-être je l'attendais, en fait. Tout le film, je me dis, est-ce que quelqu'un va expliquer quelque chose ? Est-ce que quelqu'un va mettre des mots sur ces émotions-là ? Est-ce que quelqu'un va... Et en fait, ça n'arrive pas. Et tout se passe de façon très rentrée, par implosion, sauf dans ce cercle de parole, là, qui est aussi un moment très fort de confrontation des corps, de tous ces corps ensemble, en cercle, où on croit que des choses peuvent se dire, et en fait, rien n'est dit par les mots. Et quand Léo essaye de dire quelque chose, hein, ça n'est pas reçu non plus, quoi. Donc je me demandais, mais en fait, vous avez déjà un peu répondu à ça, à quel point ça avait été ce choix de dire je refuse d'expliquer les choses, je refuse de faire des dialogues super élaborés où les uns et les autres se répondraient et diraient comme ça de façon très cérébrale. Vous, votre voix, c'est les corps parlent, les visages parlent et pas nécessairement les mots, c'est ça ? Ça, c'est le traitement, je dirais, cinématographique. C'est le traitement, par exemple, c'est la recherche d'un langage qui est spécifique à moi. Mais après, c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi quelque chose d'autre, et c'est le thème du non-dit. Et qui va avec la masculinité, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, en fait. Si on est un mec, on ne s'explique pas, on ne s'excuse pas, et on ne demande pas d'explication, et on sent rien. Oui, je pense que, en fait, cette perte de vocabulaire. En fait, ce qui est fort dans cette recherche de Nayo Boué, pour retourner à ça, on voit à 13 ans que ces garçons, ils ont le vocabulaire. Ils l'expriment. C'est pas qu'ils ne l'ont pas, mais c'est que juste on leur déprive de l'utiliser. On leur dit de ne pas l'utiliser. Et en fait, à un certain moment, on finit avec des hommes plus âgés qui étaient déconnectés très jeunes de ce monde à l'intérieur. Et je pense que cette déconnexion avec le monde, ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour moi, c'est quelque chose de très important que j'avais aussi déjà traité dans Girl.
D'abord parce que moi, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas vocaliser vraiment les choses qui se passaient à l'intérieur de moi. Comme jeune garçon. Est-ce que parce que sur certaines choses, il n'y avait pas de visibilité, tu vois, quand on recevait une classe sur la sexualité, en fait, c'était seulement sur l'hétérosexualité, ou est-ce que c'est parce que, voilà, cette pression de masculinité, d'être plus dans la performance de quelque chose, I don't care, like you say, et de ne pas exprimer autant, ça, je pense que c'est un peu les deux. C'est et pas avoir reçu le vocabulaire sur certains thèmes importants dans ma vie, et au même temps ces caractéristiques qu'on connecte vraiment fort à l'identité du genre. Et à sa performance. C'est un mot qui est important, performance, parce que bien sûr ça parle de la danse, mais c'est aussi un mot très important dans la pensée queer. C'est l'idée qu'on performe notre genre, on performe le fait d'être des femmes ou des hommes, exactement comme les acteurs endossent un rôle. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut faire certains gestes, ne pas faire certains gestes, il faut s'asseoir comme ça ou il faut s'asseoir comme ça, il faut parler d'une certaine façon. Et pour moi, c'est un film très queer. Et vous venez de prononcer le mot hétérosexualité, qui me paraît être très important, parce que, non pas parce que ce serait un film sur l'homosexualité, je pense que ça n'est pas le sujet, ni la relation entre les deux, de savoir s'ils sont gays ou pas, ça n'est pas ça. En revanche, pour moi, c'est aussi un film sur ce qu'on appelle la contrainte à l'hétérosexualité, ou l'hétérosexualité obligatoire. On dit en anglais compulsory heterosexuality, compet, c'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a plus de loi qui vous oblige à être hétérosexuel, à construire une vie hétérosexuelle, à orienter vos désirs vers quelqu'un qu'on vous désigne comme étant de l'autre sexe, mais que par toutes sortes de façons, sans même que ce soit forcément brutal, on vous oriente comme ça, on vous ferme des portes. Et je trouve que tout le film montre ça. J'ai lu dans une critique déplorable que je trouvais très mauvaise que le film, il n'y avait pas de violence dedans, alors que moi je trouve qu'il y en a plein en fait, et que c'est ce type de violence qui est insidieuse, qui n'est pas aussi brutale qu'une insulte homophobe, où il n'y a même pas de coups, il n'y a pas de gifles, il y a pas, ok, il y a des gars en hockey qui se bousculent, il y a un gars vaguement à un moment qui passe, qui donne un petit coup, mais c'est pas ça, c'est de la violence dans l'air qu'on respire, et vraiment cette contrainte à l'hétérosexualité en fait, et qui parle pas de sexualité en tant que telle, mais qui interdit l'intimité, et qui nous interdit l'intimité à tous et à toutes. En réalité. Aux filles, ça a d'autres conséquences. C'est pas le sujet du film, mais il y a aussi d'autres conséquences pour les filles. Et chez les garçons, ça interdit l'intimité affective, ça leur interdit l'intimité avec les filles également, l'intimité avec eux-mêmes. Voilà, bon, ça n'a pas eu une question, c'est mon avis. Mais non, mais c'est... non, mais j'ajoute... non, c'est vrai que, en fait... dans le début de ce processus de l'écriture, il y avait deux mots sur papier, fragilité et brutalité. Et je savais que dans la dramaturgie, d'abord serait très différente que celle de Girl, parce que Girl, pour moi, c'était une spirale. Et que celle-là, la dramaturgie, c'était vraiment un film où la brutalité corrupte, en fait, le film d'avant. Le monde d'avant, la monde de tendresse qui s'installe dans le début, que la brutalité arrive petit à petit. Donc, que c'est aussi un film qui se montre en deux parties. Oui, et ça apparaît très clairement. Les câlins au soleil, les coups sur la glace, tout à fait. Les champs de fleurs, le grillage devant le visage. Oui, tout à fait. Donc, on a utilisé des images qui connectent avec les thématiques. Pour moi, ce qui est important, c'est que je veux être bienveillant pour tous mes personnages. Aussi pour les antagonistes, parce que je pense que beaucoup de fois, les antagonistes sont utilisés comme des méchants pour changer quelque chose dans la vie de notre héros. Genre, tout allait bien jusqu'au moment où cette horrible personne est arrivée. Oui. Et en fait, ça n'est pas ça. C'est pas ça, parce que même les filles qui demandent cette question, en fait, elles ne demandent pas ça par méchanceté. C'est une question de société. Et peut-être c'est même une question que nous, spectateurs, on se pose aussi parce que nous sommes conditionnés de regarder cette sensualité et cette intimité d'une certaine manière. Et donc, pour moi, cette bienveillance vers tous les personnages, aussi vers les antagonistes, pour moi, c'est important. Je ne les ai pas besoin, les méchants antagonistes. Parce qu'en fait, c'est des personnages qui vivent dans une société qui est divisée dans des différentes catégories avec des boxes et qui se présentent aussi beaucoup de fois très violentes.
en fait, pour parler de cette idée de comment utiliser la violence, moi, j'ai pas seulement envie de faire des films sur des fleurs. J'ai aussi envie de faire des films sur des ombres, sur des choses plus compliquées, sur la violence, mais sans nécessairement vouloir créer des images violentes. Et en fait, on a parlé beaucoup de ça, moi et mon co-scénariste Angelo Tessens, comment on peut parler de quelque chose qui arrive, qui est très violent, sans nécessairement devoir créer des images qui copient cette violence. Donc là, par exemple, l'impact était important pour nous. On a trouvé cette image, par exemple, de porte sur laquelle on voit l'impact d'une violence sans devoir aller complètement dedans. Et je pense que ce traitement de ce thème-là, qui est important pour moi, parce qu'éviter de parler de la violence, pour moi, ça serait violent, est une manière qui m'excite à ce moment-là. Et je pense qu'on a grandi aussi avec un deuxième film, d'être plus, nous orienter plus vers une chose abstraite, même plus vers quelque chose poétique qui marche, où je sens que nous, écrivains et cinéastes, il y a aussi, c'est aussi un deuxième film pour moi. Que ça permet d'avoir un vocabulaire plus, si on dit plus complexe, c'est pas rendre justice au premier film non plus, mais en tout cas de prendre plus de risques dans la façon de représenter cette violence insidieuse-là, non? Oui, quand tu fais un premier film, j'ai l'impression que tu es le DJ, mais tu cherches encore avec tous les volumes, comment les volumes doivent être au bon endroit. Et j'ai le sentiment que, voilà, c'est une première fois. Une première fois, c'est toujours, tu ne vas jamais oublier. Et moi, je suis très fier, mais en même temps, il y a plein de choses que tu découvres. Et là, j'ai le sentiment, personnellement, que déjà, on a pu jouer un peu plus justement avec les volumes dans ce film. C'est vrai? Est-ce qu'on a encore... Non, on peut encore faire une dernière question avant de passer aux questions du public. Bon. Ouais. Allez-y, on peut déborder, hein. En vrai, c'est très intéressant, on peut déborder un peu. La question sur la culpabilité nous emmènerait trop loin, aussi de la violence qu'on s'inflige à soi-même, des chutes qu'on fait et qui ne sont pas des chutes au hasard et tout ça. Mais peut-être, ce que j'aimerais savoir, c'est pour revenir sur votre travail de chorégraphe que vous continuez à faire en fait, d'une autre façon, c'est comment, très concrètement, vous chorégraphiez la scène de la lutte, par exemple, qui est aussi une sorte de scène assez iconique dans le cinéma queer, le corps à corps, dans ce que ça a de trouble et tout, même si là, ça évoque pas ça, encore une fois, ça évoque plutôt l'intimité, qui est possible, qui n'est pas possible, etc. Donc j'aimerais juste savoir comment, à la fois, vous la pensez, comment vous la dirigez avec les jeunes comédiens. En fait, la manière que je travaille avec les jeunes, d'abord, on fait un processus de casting très élaboré. Donc, le rôle principal, c'est un peu particulier parce que je l'ai rencontré dans un train. J'étais à côté de lui dans un train. J'étais en train d'écouter de la musique, du Max Richter. Donc, tout devient un peu du cinéma quand tu lui écoutes. Et je regarde à côté de moi et là, il y a un garçon qui est en plein, qui s'exprime, qui est en train de dire quelque chose à ses copines. Et je sais que on fait aussi des films vraiment sur l'implosion, sur des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Et donc, tu as besoin des jeunes qui ont cette expression avec lesquelles tu peux travailler, qui savent vraiment avec les yeux et les regards transmettre quelque chose. Et là, quand je lui voyais parler, je me dis, waouh, il sait faire ça. Et donc vous n'entendez pas ce qu'il raconte, vous le voyez juste animé. Le visage, parce que Max Richter dans mes oreilles. Ah ouais. Donc c'était un film. Et là, je suis calmement allé vers lui, parce que homme dans le train. Et je l'ai demandé s'il voulait faire un casting pour le cinéma. Il a presque crié, oui. Donc je pense qu'il il était très enthousiaste, même déjà dans le début de cette idée.
Et en fait, il est venu comme plein d'autres garçons. L'été, l'année avant qu'on a tourné, on a organisé des jours complets où chaque fois, on a invité 20 garçons. Et parce que pour moi, c'est important quand tu travailles avec des jeunes, pour moi, cette idée de leur donner 20 minutes, ça ne marche pas. Parce qu'ils sont stressés, ils font ça pour la première fois. Il faut leur donner aussi le temps de grandir, d'oser proposer, de se sentir confortable, en fait. Et là, pendant une de ces journées, par hasard, Eden et Gustave sont venus ensemble. Et on a créé des différents binômes, mais ces deux-là, chaque fois quand ils devaient faire quelque chose, c'était du magie. Dès le début, il y avait quelque chose, tu vois, une chimie que tu n'as pas avec tout le monde, entre eux deux. Et on voyait dès le début la possibilité d'une collaboration, parce qu'on a vu plein de jeunes talents, mais là, avec eux, il y avait... L'un disait à l'autre, toi, tu vas faire ça, moi, je vais faire ça, on va faire ça comme ça. Et donc, ils étaient très, déjà, laissons dire, très pro, quoi. Et après, ils ont lu le scénario, parce que pour moi, c'était important qu'ils savaient de quoi le film parle. Et on a parlé du scénario, on a parlé des intentions, et en fait, ils étaient très en résonance, parce que... Gustave et Eden, c'est deux jeunes garçons qui grandissent pour l'instant. Donc, la pression de la masculinité, il le connaît. Et après, l'amitié, c'est au centre de leur vie pour l'instant. Ils ont eu des amitiés qui ont changé, qui ont transformé, comme nous tous. Et le cœur brisé, connecté à cette idée, ça, il le connaît. Donc voilà, après, on a passé beaucoup de temps ensemble. Pendant cet an entre le casting et le tournage. Et on a vraiment passé des moments très quotidiens. On a fait des crêpes, mangé des crêpes. Nous sommes allés promener à la mer, regarder le film favori de l'autre. Mais en fait, pour moi, c'est une période importante parce que je pense que je répète par la création de cette intimité. Les connexions qu'on va voir dans le film, aussi avec Emily Dequesne et Léa Drucker. Et en fait, on construit la confiance et ils comprennent que, aussi, pour moi très important, et aussi parce que c'est des garçons, leurs émotions ne vont pas être utilisées contre eux. En fait, c'est-à-dire qu'ils peuvent exprimer, et si les volumes ne sont pas justes, moi, je suis là, je vais leur aider, ni seulement sur le tournage, mais aussi sur le montage. Donc, ça leur permet de vraiment avoir la liberté de proposer. Et après, bien sûr, il y a des scènes de tendresse qui courir entre les fleurs. Et après, il y a des fois des scènes plus physiques. Donc, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on le regarde ça vraiment comme une scène de danse, où il y a vraiment une chorégraphie. Et en fait, on monte un peu l'idée d'une tension ou l'idée d'une intention qui peut des fois peut-être plus fort. Et là, quand ils se sont confortables avec la chorégraphie, là, on ajoute l'émotion. On ajoute l'idée d'aller pour quelque chose. Et je pense que, par exemple, quand on fait une scène comme sur le cours, c'est que moi, je travaille aussi avec un ami à moi qui est coach, qui est psychologue chez les enfants, mais qui donne aussi des cours de théâtre. En fait, une cours de théâtre où on a rencontré Gustave. Et en fait, nous deux, on travaille avec les deux et on essaye de trouver une chorégraphie dans laquelle eux, ils savent quoi faire et qu'après, moi, je leur parle aussi pendant les prises. Je peux dire, alors, un peu plus de ça. Donc, des fois, ça peut devenir très technique. Un peu plus de quoi, par exemple? Un peu plus de baise les yeux parce que je vois dans le moniteur que ça me donne une émotion. Aller plus dans cette émotion de tristesse-là parce que tu ne le veux pas. Donc, c'est plein de nuances, de tonalités qu'on peut donner. Je pense, par exemple, on ne tourne pas dans l'ordre chronologiquement. Donc, ça fait que des fois, on tourne une scène vraiment dans des différentes tonalités. Même si dans le scénario, je peux imaginer qu'une scène est plutôt une scène joyeuse, on tourne aussi toujours une tonalité qui est un tout petit peu différente. À cause de ce qui a été tourné avant? À cause du fait qu'on ne tourne pas chronologiquement. Donc, peut-être dans le montage, on découvre que cette scène qu'on avait imaginée joyeuse à ce point-là, qu'en fait, le balance n'est pas complètement juste. Et donc, ça fait que
on joue avec les volumes et on joue avec les tonalités une fois qu'on a compris la scène. Voilà, donc ça c'est un peu comment on travaille. Super, merci beaucoup. Merci. Incroyable, bah, merci, mais c'est pas fini. On peut déjà applaudir, évidemment. Déjà, merci à tous les deux, c'était génial. Merci Victor, merci Lucas. Il paraît que tu es venu avec une petite surprise dans tes bagages de Belgique. Je te laisse peut-être l'annoncer. C'est quoi les 2 choses que tu nous as ramenées? Ouais. J'ai pris une surprise. C'est très rare parce qu'ils sont à l'école normalement. Et là, ils ont pris une Thalys spécialement pour être avec vous tous, les stars de ce film. Eden Dambrine et Gustave de Walle. Bravo. Génial. Avant de laisser le public aussi vous poser des questions, moi j'en profite, j'ai le micro et j'avais envie de savoir, Gustave et Eden, chacun d'entre vous, c'est quoi votre meilleur souvenir du tournage? Je vais vous passer. Oui, vous pouvez prendre ce micro. Tu veux commencer? Tu peux y aller. Ok. Donc moi je me souviens, on était dans la maison de Léo et le soleil il voulait pas s'allumer, j'allais dire. Il voulait pas s'éclairer, faut que je dire ça comme ça, j'ai oublié les mots. Et donc j'étais avec la maquilleuse et en fait dans le film, comme vous avez vu, il y a Émilie qui crie Léo dans les bois et on dirait un peu un pan qui crie Léo. Donc du coup la maquilleuse a décidé de faire un pan et a décidé de hurler Léo dans toute la maison. Et ça ressemblait un peu à un pan et à une poule en même temps. Et c'était tellement drôle que j'en pleurais de rire. Donc je pense que c'était un des moments les plus drôles. Mais mes moments préférés, c'était tous les jours parce qu'il y avait tellement une sphère tellement joyeuse. Et tout le monde était très gentil. Donc c'était vraiment, tous les jours étaient les meilleurs. Oui, j'aime bien. Moi... j'ai pas vraiment un moment précis. En fait, il y en a plein, mais des moments où j'étais peut-être avec, comme dit Oliver, le coach, psychologue pour enfants. Et en fait, c'est lui qui nous a vraiment... il était toujours à côté de nous. Et il y a des moments sublimes avec lui. Et donc, même, on avait un délire aussi avec lui d'un mot. Attends, c'est quoi? Nickel chrome. Oui. Mais en fait, on pensait que ça n'existait pas. Oui. Mais ça existe. et donc, c'était toujours rigolo qu'il disait ça et que nous, on croyait vraiment que c'était un mot qu'il inventait. En fait, c'est un flamand, donc il disait ça un peu. Voilà. Quel chrome ça est. Mais comme il dit, je crois que tous les jours étaient juste superbes d'être là et d'arriver et de juste commencer la journée et d'être vraiment, même si les scènes étaient parfois un peu plus difficiles, il nous rentrait dans l'émotion, mais il nous sortait aussi de l'émotion aussi vite. Donc, toutes les journées étaient toujours incroyables. Ouais, génial. Merci. Alors, à vous. Alors qui veut prendre la première question dans le public? Alors, là-bas, monsieur. Et je sais, tout à l'heure, Gustave, tu m'as demandé si vous avez le droit de danser sur scène. J'ai dit oui, il n'y a pas que des questions. Lucas aussi avait l'air de vouloir le faire. Alors, c'était ici. Bonjour. Alors, j'ai une question pour vous. Je voulais savoir comment vous avez préparé le tournage. Est-ce que vous avez regardé certains films, écouté certaines musiques, lu certains livres pour créer cette émotion, cette authenticité? C'est une question pour nous? C'est pour vous. Ah. Oui. En fait, Lucas, comme il a déjà dit, on a vraiment eu des journées et même un week-end à la mer où on était ensemble. Et il voulait vraiment que moi et Eden, on devenait amis. Et c'était pour ça que l'amitié qui était dans le film, c'était déjà là. Donc, il ne fallait pas faire semblant, et même aussi dans les scènes qui étaient parfois plus proches, et on était ensemble, et c'était pas que parfois on était gênés et tout. Donc, c'était beaucoup plus facile à
à faire. Et je crois qu'on nous a vraiment préparé sur notre rôle, pas en lisant des textes, en lisant le scénario encore une deuxième fois. Non, il nous a vraiment il nous a mis ensemble et juste, il voulait créer des beaux moments pour après, pendant le tournage, que tout aille naturel. Il a tout dit. Il a un peu tout dit. Et moi, je ne me suis pas forcément préparé pour être dans le rôle d'Eléo, parce que comme il a dit, Lucas, quand il nous a fait lire le script, quand on avait terminé de le lire, on devait totalement l'oublier, parce que le film devait vraiment être basé sur le naturel, et il ne voulait pas qu'on dise des phrases toutes faites. Mais par contre, je me suis entraîné pour le hockey sur glace, parce que je ne savais pas du tout patiner. Et donc, je tombais tout le temps par terre, et ce n'était pas trop le but, je pense. Et donc, j'ai dû mettre 6 mois pour m'entraîner, donc c'était un peu compliqué. Mais à la fin, je pense que c'était un bon résultat, j'espère. Bonsoir, merci pour le film, c'est vraiment trop bien. Moi j'avais une question pour toi, Lucas. Dans ton cinéma, j'ai l'impression qu'il y a quand même un élément qui est assez important pour toi, c'est les relations entre frères-sœurs, frères-frères. Et par exemple, dans Girl, on avait cette relation entre Lara et Milo qui était quand même quelque chose de très tendre, mais en même temps assez piquant. Et ici, entre Léo et Charlie, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui est plus de protecteur, protégé. Mais il y a aussi quelque chose dans Grand Frère ou Grande Sœur qui relève carrément de mon point de vue, en tout cas, de la parentalité un peu. Il y a quelque chose de très maternel chez Lara, quelque chose de très paternel chez Charlie. Je voulais savoir si tu pouvais nous dire quelque chose là-dessus. Et à la lumière de ça, je voulais savoir pourquoi tu as fait le choix de faire du personnage de Rémi un enfant unique. D'abord sur le frère. D'abord, le personnage de frère pour moi était important parce que c'est un autre jeune homme à une autre étape de sa vie qui grandit. Et en fait, je m'ai rendu compte qu'un grand frère, beaucoup de fois dans un coming of age, par exemple, il est utilisé comme une source de conflit aussi. Il est la personne qui fait un peu le bagarre et avec lesquels il est en conflit. Donc très vite, ça m'a intéressé aussi avec ce personnage d'aller chercher une autre tonalité, d'avoir une physicalité entre le grand frère et le petit frère qui est d'abord sociétalement très accepté, bien sûr, mais qui est aussi beau parce qu'on le voit aussi rarement. Et donc, Igor et Eden avaient aussi une relation très très beau, très proche. Et donc je pense que cet aspect de protecteur, tu vois, parce qu'Igor, il a déjà joué dans plein de films, c'est venu aussi assez organiquement entre deux. Parce que par exemple, les scènes dans le printemps où les garçons, où on a travaillé dans les champs pour planter, beaucoup de fois on l'a tourné aussi comme une équipe documentaire sur une plateau fiction. Donc, ils ont vraiment planté, ils ont vraiment travaillé sur les champs. Et beaucoup de fois, bien sûr, c'était aussi dans l'écriture, mais je voyais comment Igor allait chercher Eden pour l'aider, pour le soutenir. Et en fait, cette tendresse entre frères, pour moi, c'était beau. Moi, j'ai aussi un petit frère, et c'est aussi mon producteur. Et donc, oui, je pense que cette idée de protecteur, moi, je l'ai senti aussi en grandissant. Donc, c'est quelque chose personnel que j'ai injecté un peu et dans Girl, d'une certaine manière, et dans ce film Close. Quand tu fais 2 films, tu vois retourner certaines choses que, en fait, pas nécessairement consciemment, tu mets dedans, mais tu vois qu'il y a quand même des choses qui retournent. Et ça, c'est une de ces choses. En fait, après, tu décides, quand tu fais une dramaturgie, quand tu crées un scénario, tu fais certains choix. Par exemple, je savais que je voulais faire un film sur 2 garçons et 2 femmes. Je voulais filmer 2 femmes aussi. Et quand cette idée de frère, parce qu'il y a une physicalité qui retourne dans la deuxième partie dans le film, était important pour moi, pour le personnage de Léo. Avec le personnage de Rémi, je n'avais pas une nécessité de mettre un frère ou une sœur. Comme je ne savais pas quoi faire avec ce personnage si je le mettrais là, pour moi, c'était important que
Léo, c'est un peu la personne qui vient à la maison et la famille est un peu composée par Sophie, Rémi, le père, mais aussi Eden qui devient un peu un frère. Donc cette constellation de famille, pour moi, c'était important de l'avoir en fait avec le personnage de Léo. Une petite question pour Lucas Dont, du coup. Je voulais savoir quelle était la symbolique qui était derrière les tenues de Léo et de Rémi. Si je ne dis pas de bêtises, Rémi reste en rouge pendant la totalité du film et Léo est en blanc, puis passe en bleu et en noir parfois. Et je voulais savoir quelle était la symbolique exactement. Oui. C'est vrai que, en fait, dans le travail, quand on travaille les décors, les couleurs, les lumières, on essaie de raconter des choses par tous ces éléments visuels. Comme j'ai discuté avec Victoire, c'est un cinéma qui se passe beaucoup dans le non-dit, qui est très visuel, en combinaison avec des sons, des musiques. Et donc, on essaie d'utiliser tous les éléments vraiment pour ajouter quelque chose sur ce qu'on veut dire. Par exemple, le décor des fleurs, le costume de hockey sur glace. Et là, dans les costumes, pour nous, c'était important de leur donner une couleur. Par exemple, le couleur rouge, c'est venu pour Rémi, d'abord dans le décor, d'abord dans sa chambre. Une chambre qu'on a donné cette couleur clé, parce qu'on savait que cette chambre serait importante, ni seulement dans la première partie du film, où c'est un peu leur paradis, leur cocon, leur univers de tendresse, mais après, ça devient aussi un endroit de mémoire qui est lié à quelque chose plus dur, plus sombre. Et donc, ces tonalités changent pendant le film. Et pour ça, je pense qu'on a décidé aussi de donner la couleur rouge ou bordeaux dans les costumes de Rémi. Avec Léo, je pense que le film, à côté d'être un film sur l'amitié et la masculinité, c'est aussi un film sur le passage de l'enfance à l'adolescence. Et ça vient pour moi aussi un peu avec la perte de l'innocence. Parce que quand tu es jeune, c'est pour la première fois que tu te rends compte que tes actions peuvent avoir des conséquences. Il y a des choses que tu fais qui ont qui basculent certaines choses. Et donc, pour le personnage de Léo, pour nous, dans le début, on a toujours imaginé un blanc. Un blanc parce que c'était ce monde d'enfant plus innocent. Et d'après, aller chercher des couleurs qui sont qui changent, qui sont plus sombres des fois. Aussi pour montrer ce passage dans le temps. C'est vraiment ce passage à l'adolescence. C'est ni seulement les couleurs qui changent, c'est aussi les formes, les formes des t-shirts. Il devient un peu plus loose. C'est quoi loose? Lâché. Il y a vraiment quelque chose qui change dans les costumes avec Eden. Et en fait, dans les premiers essayages de costumes, on avait vu qu'il y a une couleur qui marchait très très fort avec ses yeux et ses cheveux, et c'était le jaune. Le jaune un peu, le clair jaune. Et donc, on savait qu'à un certain moment, ça devait faire partie de ces costumes. Donc, c'est une couleur qui revient beaucoup aussi avec son personnage. On va prendre une dernière question, mais d'ailleurs, ça me fait penser que la photo de l'affiche et du film, elle est incroyable. Je ne sais pas qui est le photographe et dans quel cadre elle a été prise, mais l'impact est fou. C'est Chris de Wette. Et en fait, c'est un photo pris dans la chambre. Ouais, incroyable. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Et ensuite, on va ouvrir les portes de la caverne d'Ali Baba derrière l'écran. Vous allez voir, c'est impressionnant. Bonsoir. Ma question, elle est pour Lucas Dont aussi. Depuis Girl et dans Close aussi, il y a un certain rapport à l'épuisement physique comme manifestation d'un certain refoulement, justement d'une impossibilité à dire les choses. Et du coup, j'aurais voulu savoir si cette manifestation de l'épuisement physique par le corps était plutôt une
une façon en fait pour le personnage de prendre contrôle sur ce qu'il n'arrive pas à dire, ou si c'était justement une manifestation d'une perte de contrôle et d'une impossibilité de ce contrôle-là. Je pense que dans A-Girl et Close, il y a quelque chose qui retourne. Et c'est des environnements où le personnage est dans des groupes et où le mouvement est très important. Il y a vraiment des moments de mouvement, de vitesse, où il y a quelque chose qui se passe très vite. Et donc, il y a un certain épuisement sur le corps. Pour moi, dans Girls, c'était parce que c'est le rêve de devenir ballerine et d'être comme les autres filles. C'est quelque chose que ce personnage veut obtenir absolument. Cette idée idéale qu'elle est dans sa tête de cette féminité. Donc, en fait, ça devient un poids qu'elle porte avec elle. Et en fait, elle s'épuise en voulant arriver à cette image idéale qu'elle a dans sa tête. Et avec Close, dans la première partie, pour moi, cet épuisement, c'est un peu dans le même sens, mais avec cette idée de la masculinité, de la virilité, avec un personnage qui est enfermé dans cette costume de hockey sur glace, qui devient un poids sur le corps, qui l'épuise. Donc c'est un peu pour moi cette idée de se trahir pour arriver à cette idée dans la tête de cette image virile. Mais dans la deuxième partie, pour moi, c'est un personnage un personnage jeune qui fait le deuil et qui, d'une certaine manière, veut que le temps va plus vite, ne sait pas quoi faire avec son corps, est fâché avec lui-même. Donc il exprime dans cette brutalité, dans cet mouvement, il exprime des différentes émotions, mais c'est tout des émotions qu'il ne peut pas exprimer vocalement, dans la vocabulaire. Donc en fait, c'est comme il pousse son corps à quelque chose qu'il ne sait, parce que ce sentiment de responsabilité lui enferme. Et donc c'est ça l'épuisement. Je pense que se sentir coupable ou se sentir responsable, pour beaucoup de nous, c'est quelque chose sur lequel on ne peut jamais communiquer, qui se met dans notre corps, qui s'installe dans notre corps et qui devient un poids plus grand, plus grand, plus grand. Et ça nous épuise. Et donc j'ai voulu, je pense, exprimer ce sentiment dans un environnement très en mouvement. Merci. Je vois qu'il y avait encore plein de questions. Je vous propose d'en discuter tous ensemble. On va ouvrir les portes et passer au cocktail. Je voulais quand même remercier une nouvelle fois le Silencio de nous accueillir dans ce lieu qu'on adore. Donc merci beaucoup. Merci à Fidelio et Diafana de nous avoir confié le film pour cette soirée. Un immense merci Victoire d'avoir été présente. C'était vraiment, on était ravis, c'était super. Ouais. Voilà. Évidemment, merci les garçons, merci Eden, merci Gustave, bravo. Voilà. Et Lucas, c'était un honneur. Merci à toute l'équipe du film, c'était incroyable, bravo.